Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans ces leçons de philosophie de la matière la question du temps. Qu'est-ce que le temps? Alors évidemment, comme je veux aborder la notion de temps selon, je dirais, toutes ses acceptions, je ne vais pas me contenter de le faire en philosophie de la matière, mais je vais intégrer aussi des données de la science moderne qui fait partie de la philosophie de la matière, puisque toute discipline, quelle que soit sa méthode, qui atteint quelque chose du réel, par les méthodes naturelles évidemment de l'intelligence, fait partie de la philosophie. Seulement, le domaine de la science se sert du calcul. C'est-à-dire que les expérimentations qui permettent de mesurer le temps sont toujours objet de calculs mathématiques. Et ça, c'est le domaine propre qu'a apporté la science positive à la philosophie pour mieux aborder la notion du temps. Je verrai aussi qu'il y a des analogués du temps, c'est-à-dire que le concept de temps a des notions analogiques et qu'on sort à ce moment-là, parfois, de la physique pour entrer en philosophie du vivant. Donc je montrerai que en philosophie du vivant, il y a deux notions analogiques du temps, à savoir la durée et ce qu'on appelle en latin l'évum, que je définirai tout à l'heure. Et puis, il y a un analogué du temps qui se trouve cette fois en théologie naturelle. Ça veut dire dans cette partie de la philosophie qui découvre, par la raison toute seule, l'existence d'un être premier. Un être premier qui est dans l'éternité. Eh bien, l'éternité est une notion analogique qui se sert du temps pour être définie, et c'est ce que je verrai au terme de cette leçon. Alors, puisque nous sommes en physique, il me faut d'abord définir ce que c'est que le temps. Et pour définir le temps, eh bien, évidemment, il faut partir de l'expérience. Ça veut dire que toute notre recherche, comme toujours en philosophie réaliste, elle part de l'expérience. Et ce qu'on constate, c'est que le monde physique qui nous entoure, eh bien, il est en mouvement. Par exemple, si je bouge ma main comme ça devant l'écran, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après le mouvement. Et ce mouvement, il a eu une certaine durée. Eh bien, la mesure de ce mouvement, avec l'avant, le pendant et l'après, c'est cela le temps. On peut définir le temps comme étant la mesure du mouvement. En conséquence, on peut dire que là où il n'y a pas de matière, et donc là où il n'y a pas de mouvement, eh bien il n'y a pas non plus de temps. On peut dire que le temps, tel que je le définis en philosophie de la matière, eh bien c'est une propriété de la matière, dès qu'il y a de matière, puisque sa nature elle-même est d'être en mouvement, un mouvement immanent par les électrons qui tournent autour des protons, et puis aussi ce mouvement extérieur à notre niveau d'observation. Eh bien, je peux le mesurer avec l'avant, le pendant et l'après, et c'est cela le temps. On constate aussi que le temps a obligatoirement une certaine durée, parce qu'il n'existe pas de mouvement instantané. Je veux dire par là que ma main, pour franchir l'espace entre les deux, forcément, elle met un certain temps, elle a une durée. Si par exemple, cette main était ici et instantanément ici aussi, eh bien on pourrait dire qu'elle est dans deux endroits à la fois, chose absolument impossible, parce qu'elle doit traverser l'espace qui est entre les deux. Si bien que une des propriétés du temps, c'est que, puisqu'il mesure le mouvement, et puisque le mouvement n'est pas instantané, c'est que le temps est obligatoirement dans la durée. Dire qu'un mouvement pourrait être instantané, un mouvement local en particulier, c'est quelque chose qui est contradictoire avec la nature même du mouvement local, comme je viens de l'indiquer. Alors l'approche du temps, elle se fait donc au niveau de notre observation, de notre expérience. Et donc, on peut dire que pour connaître le temps, il faut se situer dans la partie que j'avais située en philosophie de la matière et qui est celle de notre niveau d'observation. Je veux dire qu'on a l'expérience du temps
à travers nos 5 sens et qu'on peut le mesurer. Puisqu'il y a mesure, évidemment, le domaine du temps est un domaine qui a été particulièrement étudié par la physique moderne, puisque la physique moderne, ce qui l'a caractérisé, ce qui a permis son développement, c'est justement l'outil mathématique qui a permis d'affiner les mesures. On peut donc dire qu'à notre niveau d'observation, le temps, il est objectif. Il a une durée objective. Alors, avant que la physique moderne intervienne, évidemment, les anciens, ils avaient commencé par mesurer le temps par rapport à la journée. C'était la chose qui était la plus, je dirais, la plus proche d'eux, le soleil qui se lève le matin, le soleil qui se couche le soir. Et c'est comme cela qu'ils mesurèrent le temps, en parlant de la première heure de la journée, la deuxième heure, la troisième heure de la journée, etc. Les mesures du temps, qui est comme ça, liées à la journée, varièrent. Donc, par exemple, maintenant, nous parlons en 24 heures, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les anciens constatèrent aussi qu'il y avait le domaine de l'année. L'année, c'est une série de jours quand le soleil revient à la place qu'il avait l'année précédente. Et donc ce temps a été mesuré en un peu plus de 365 jours et on sait quelles complications il y a eu parce que ce ne sont pas des jours entiers, ce sont des jours et demi. Donc il a fallu petit à petit, et c'est ce qu'ont fait les astronomes, ajouter avec les années bissextiles des mesures pour que ça tombe à peu près juste. On est arrivé au calendrier moderne de manière tâtonnante. Le calendrier lunaire qui a été en exécution pendant des siècles n'était pas pratique. On voit que les musulmans s'en servent encore et du coup, leur ramadan, le mois du jeûne, eh bien, il peut changer au cours de l'année. Enfin, au cours des années, il peut parfois tomber en hiver, parfois en été, donc c'était pas pratique du tout. Si bien qu'à un moment donné, on passa à un calendrier solaire qui permit d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus lié à l'expérience des travaux des champs, etc. Donc je disais qu'à notre niveau d'observation, donc je dis bien à notre niveau d'observation, parce que je montrerai qu'il y a d'autres niveaux d'observation du temps où ça se passe autrement. Le temps est une réalité objective et mesurable. Et donc les physiciens essayèrent de donner objectivement une définition du temps, et en particulier d'une mesure du temps qui s'appelle la seconde. La seconde, 60 secondes font une minute, etc. On le sait bien, donc j'insiste pas là-dessus. Eh bien, la seconde a été définie objectivement récemment en se fondant sur une certaine propriété d'un atome particulier, le césium-133. Donc j'insiste pas pour préciser exactement ce que c'est, on entre beaucoup trop dans les domaines de la physique, des propriétés de la matière, mais toujours est-il qu'une certaine longueur d'onde permet de mesurer très précisément la seconde telle qu'elle est définie à notre niveau d'observation. Un tel niveau de précision a été nécessaire par rapport à des mesures de temps qui doivent être extrêmement précises dans, par exemple, des horloges atomiques dont je vais parler maintenant. Le problème, c'est que cette définition de la seconde, eh bien, elle se situe à notre niveau d'observation. Or, voilà que on a découvert, il y a un peu plus d'un siècle, qu'il ne fallait pas seulement observer le temps et donc la seconde à notre niveau d'observation. Il fallait aussi l'observer au niveau de ce qui n'est pas observable, mais qui peut être maintenant mesuré par justement tous les instruments extrêmement précis que l'homme a développés. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, le temps est une notion relative. Je parle bien du temps en physique. Je veux dire par là que la seconde, telle que je viens de la définir, elle n'est valable que dans mon système d'observation tel que je suis maintenant. Imaginons l'expérience suivante. Un homme est mis dans une fusée. Il part en voyage. Il doit faire un tour très très lointain et un voyage qui va durer, mettons, 10 ans. Il monte dans cette fusée, elle accélère et elle a des moteurs extrêmement puissants qui lui permettent d'accélérer. Mettons, elle accélère de 300 km/h à chaque seconde. Elle continue d'accélérer, elle va très loin dans l'espace, elle tourne,
puis elle revient sur Terre. Le voyage a duré donc, je disais, quelques années. Eh bien, sur Terre, j'aurais vieilli par exemple 30 ans, tandis que dans sa fusée, dans son temps objectif, l'homme qui sera parti en voyage aura vieilli par exemple 10 ans. Ce qui veut dire que la seconde objective mesurée avec l'atome de césium dans la fusée n'est pas la même pour celui qui est dans la fusée que pour moi. Et pourtant, dans la fusée, c'est bien le nombre de battements exact de l'atome de césium que j'ai indiqué tout à l'heure, et chez moi aussi. Ça veut donc dire que le temps objectif, il est relatif au système où je me trouve. Il est valable dans mon monde, mais que si un autre monde se déplace à grande vitesse par rapport à moi, son temps à lui est relatif et différent. Alors c'est quelque chose, évidemment, qui est complètement contre-intuitif. On peut dire que Albert Einstein, lorsqu'il découvrit cela comme une des conséquences de sa recherche sur la relativité, eh bien, il le découvrit d'abord en mathématiques. Mais il s'avéra que, ensuite, ce fut vérifié dans l'expérience. Ça veut dire que si on était parti de l'expérience au sens propre, on aurait vraiment eu des problèmes tellement c'est contre-intuitif de dire que le temps est relatif à la vitesse de l'observateur et de ce qui est observé. Seulement maintenant, on se sert de cette découverte-là tous les jours. Par exemple, les GPS qui fonctionnent avec des horloges extrêmement précises, des horloges atomiques, parce qu'il faut, je dirais, repérer l'endroit où je me trouve précisément sur Terre au mètre près. Et donc, le temps des satellites qui sont dans le ciel doit être extrêmement précis par rapport à moi qui suis sur Terre. Eh bien, tous les jours, le temps des horloges atomiques, des satellites, des GPS est remis à l'heure qu'il faut, parce que si on ne le fait pas, eh bien le temps des satellites n'étant pas le même que mon temps à moi, le GPS perdra complètement l'endroit exact où je suis. On voit donc que cette découverte a des applications extrêmement concrètes dans nos vies actuelles, et que ces applications-là, elles ne sont pas au niveau de ce que nous observons, elles sont au niveau de grands mouvements, et pourtant c'est la réalité. Donc évidemment, pour le philosophe, on constate qu'il y a là quelque chose d'extrêmement mystérieux, quelque chose qui est objectivement démontré, et quelque chose qu'il a beaucoup de mal à comprendre. Comment comprendre que le temps d'un observateur peut être différent de celui d'une personne qui est dans une fusée qui se déplace à grande vitesse, et pourtant c'est un fait. Ce fait, je veux dire que sa cause, elle n'est pas comprise par les scientifiques actuels. Ça veut dire qu'en fait, on est là face au mystère de ce que c'est que la matière. Et que ce que je viens d'indiquer là est une des données de plus qui permettra sans doute un jour de comprendre cette matière unique qui compose l'univers entier et qui a une propriété que je viens d'indiquer, une propriété nouvelle. Tout cela a probablement une cause unique qui est la nature même de la matière. Encore faut-il comprendre ce qu'elle est, et on est loin de l'avoir compris de manière unifiée. Je dirais que la science moderne, la philosophie de la matière, qui se sert de la science, eh bien, elle en est actuellement à la description de multiples propriétés nouvelles, qui toutes font entrer en admiration. Mais que plus on découvre des propriétés nouvelles de cette matière-là, plus on se gratte la tête en se demandant « mais qu'est-ce que c'est que cette matière ?» et on ne le comprend pas. Alors je voudrais maintenant aborder une autre question. Quand est-ce que le temps est né? Eh bien la réponse est simple. Puisque le temps, c'est la mesure du mouvement de la matière, eh bien le temps est né en même temps que la matière. Et donc pour répondre à cette question de la naissance du temps, il faudrait répondre à la question de quand est apparue la matière. Dans la théorie actuelle, qui est la plus, je dirais, la plus mise en avant par les scientifiques, la théorie du Big Bang, le temps serait donc né il y a environ 14,7 milliards d'années. Alors cependant, cela pose problème aux philosophes. Le temps, qui est la mesure du mouvement de la matière, est donc né en même temps que la matière.
est-ce qu'on peut donc se poser la question de ce qu'il y avait avant le Big Bang? Eh bien, la réponse est que, en physique, on ne peut pas se poser cette question-là, puisque le temps n'existe pas avant. Par contre, en philosophie, on a tout à fait le droit de se la poser, mais en réalité, lorsqu'on se pose cette question, qu'y avait-il avant le Big Bang? Eh bien, on se pose plutôt la question, qu'est-ce qui a causé le Big Bang? On parle en termes de temps, parce que le monde nous paraît être d'une succession, comme cela, de mouvements qu'on peut mesurer. Mais la réalité, c'est que cette question-là, qui a d'ailleurs valu beaucoup d'ennuis aux frères Bogdanov dans une thèse de physique. Pourquoi? Parce que les scientifiques se moquaient d'eux en disant « Mais ce n'est pas une question de physique, puisque le temps n'existe pas avant le Big Bang. » Oui, mais les physiciens allaient peut-être trop vite en se moquant des frères Bogdanov, parce que, en philosophie de la matière, la question, par contre, elle se pose tout à fait. Sauf qu'il faut le traduire d'une autre façon. Le terme exact, en termes de philosophie, c'est de se demander quelle est la cause du Big Bang. La cause est forcément avant les faits, mais elle n'est pas forcément avant au point de vue du temps. Elle est avant au point de vue de l'être. Alors on sait qu'à cette question-là, il y a plusieurs réponses. Certains physiciens, comme par exemple le fameux Stephen Hawking, répondent parfois que c'est le néant qui a vibré et qui a créé le Big Bang. Chose très curieuse, parce que le néant, pour le philosophe, c'est le concept de l'absence d'être. Donc ça voudrait dire que, si on traduit ça en termes réalistes, métaphysiques, que rien n'a créé le Big Bang, et que donc le Big Bang n'a pas de cause. Qu'il est apparu comme ça, un peu comme la génération spontanée du Moyen-Âge où des grenouilles apparaissaient dans des bocaux fermés. Mais le physicien Stephen Hawking a eu d'autres théories dans d'autres livres. À un moment donné, il a dit « il faut poser un être premier, un être qui n'a pas de commencement et qui a créé le Big Bang ». D'autres physiciens, enfin, posent une matière éternelle qui, je dirais, vibrerait perpétuellement avec des Big Bang sortant de dimensions et d'autres, bref, les physiciens ont inventé, je dirais, de nombreux modèles pour imaginer une matière qui serait éternelle. Évidemment, des modèles tout à fait théoriques qui ne sont pas véritablement de la science, puisqu'il n'y aura jamais aucun moyen pour vérifier qu'ils sont bons. Semble-t-il, en tout cas. Toujours est-il que, si la matière a toujours existé, alors dans ce cas-là, le temps a toujours existé. Et là, au sens propre, en physique, on pourra parler de ce qui se passe avant le Big Bang, en parlant de la notion de temps physique, telle que je viens de l'indiquer. Donc on le voit, cette question du moment où le temps est apparu est une question qu'il faut bien distinguer lorsqu'on se la pose en sciences physiques, en sciences positives, et lorsqu'on se la pose en philosophie, où là, véritablement, elle peut prendre un sens analogique, que les frères Bogdanov avaient bien le droit de traiter. Sauf que, au sens objectif, on peut dire que leur thèse de physique, puisqu'elle aborde des questions que la physique ne peut pas atteindre, qui sont au-delà du mur, je dirais, où les calculs, les équations n'arrivent pas à pénétrer la matière. Et bien qu'en fait, leur travail était peut-être davantage un travail de philosophie de la matière qu'un véritable travail de physique moderne. Donc c'est peut-être là-dessus, c'est peut-être à cause de cela qu'ils ont été tant critiqués. Alors justement, puisque je parle de la philosophie d'une part et de la physique moderne de l'autre, eh bien je voudrais montrer maintenant à quel point la philosophie peut découvrir des notions analogiques du temps. Des notions analogiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun à tout ce que je vais définir maintenant, quelque chose de commun au temps, et pourtant c'est tout à fait différent du temps dans le domaine de la physique. Ce qui caractérise le temps, c'est donc une certaine durée, un avant, un pendant et un après. Ce temps peut être objectivement mesuré pour le mouvement des corps physiques comme je viens de l'indiquer. Eh bien, lorsqu'apparaît une psychologie, ça veut dire une capacité de connaître quelque chose de sensible. Et cette chose-là apparaît dans le monde animal. Mais nous, les êtres humains, nous l'avons aussi.
Nous avons donc des sensations pour voir. Nous avons des émotions intérieures. Eh bien, ces émotions, elles ont un avant, un pendant, un après. Seulement, elles sont vécues subjectivement. Et elles sont vécues véritablement avec une durée particulière. Une durée particulière qui est tout à fait différente de la notion objective du temps. Je veux dire par là que, ça va expliquer tout à fait ce que je veux dire. Si un homme, pendant une seconde, s'assoit sur une plaque chauffée à blanc, une plaque d'acier chauffée à blanc, cette seconde va lui paraître 1 heure. Il faut imaginer la chose. 1 seconde, c'est toc, toc. Le temps, l'espace de temps entre les deux est gigantesque et normalement son corps, qui émet des réflexes, immédiatement s'extrait de cette plaque. Mais si on le force à rester 1 seconde, ça lui paraîtra 1 heure. Par contre, ce même homme, s'il est dans les bras de sa bien-aimée pendant 1 heure, eh bien cette heure, qui est source de plaisir, de joie, surtout si c'est un jeune couple, eh bien elle lui paraîtra peut-être ayant duré que 3 minutes. En temps objectif, 1 heure d'un côté, 1 seconde de l'autre. Mais du côté du ressenti de ce temps objectif, ressenti psychologique, eh bien, on a une grande différence. Et cette différence, qui pourtant est bien un temps, avec un avant, un pendant, un après, s'appelle la durée psychologique intérieure. C'est donc un analogué du temps, mais qui ne s'étudie plus en philosophie de la matière. La matière qui n'a pas de conscience sensible en est incapable, n'est pas capable de comprendre cela. Mais ça s'étudie en philosophie du vivant. Alors, je dirais que saint Thomas d'Aquin n'avait pas découvert cet analogué particulier du temps. Parce que lui s'était surtout penché sur d'autres choses que je vais indiquer tout à l'heure. Il n'empêche que, maintenant qu'on a découvert que le psychisme humain et animal avait véritablement un vécu particulier, psychologique, qu'on expérimente, eh bien, il faut le poser à notre époque. Diverses expériences ont montré d'ailleurs comment ce vécu, cette durée psychologique, pouvait être quelquefois fabuleuse. Je me rappelle du récit de ce scout Guy de Larigaudy qui, étant jeune, vers l'âge de 15 ans, il l'écrit dans un livre appelé « L'étoile au grand large », pour crâner devant des filles, plongea du haut d'une falaise, et entre son plongeon et l'arrivée dans l'eau, qui se fit sans incident, il eut l'impression qu'il allait se tuer et s'écraser sur un rocher qu'il n'avait pas vu. Et bien dans cette seconde, entre son départ et la chute dans l'eau, il revit passer toute sa vie, le visage de sa mère que lorsqu'il était enfant, des scènes particulières, etc. Et bien voilà un exemple typique de quelque chose qui est lié à la durée psychologique intérieure. Le temps semble se ralentir, le temps au sens objectif, puisqu'il permet à une durée gigantesque de s'insérer à l'intérieur de cette seconde-là. C'est donc un analogué particulier qui sort du domaine de la physique. Autre notion du temps, c'est la notion qu'on appelle l'évome. L'évome que saint Thomas d'Aquin avait développé en l'attribuant aux anges. Les anges qui sont de purs esprits, mais qui en fait existent aussi chez les hommes, qui ont eux aussi un esprit. L'évome, c'est la mesure d'une succession d'opérations intellectuelles. Si par exemple je pense à ceci, puis à cela, et j'en déduis une conséquence qui est cette troisième chose, il y a eu 3 temps successifs, qui ne se mesurent pas en durée intérieure, mais qui se mesurent en quelque chose d'autre, une durée de compréhension, quelque chose qui est intense, qui est de l'ordre non plus du ressenti, mais qui est de l'ordre de la compréhension spirituelle. Eh bien, cette notion particulière du temps, on l'appelle l'évome. Elle a bien une analogie, elle est bien analogique avec le temps physique, puisqu'il y a un avant, un pendant, un après. Ça a une certaine durée. L'évome est quelque chose qui véritablement peut être compris, particulièrement par la science actuelle. Par exemple, lorsque la physique moderne étudie la première seconde après le Big Bang. Dans cette première seconde,
qui est une seconde en temps objectif, mesuré comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il se passe tellement d'événements, tellement de mise en place de constantes de la physique, qu'il faudrait des traités entiers, des calculs mathématiques extrêmement précis pour décrire les choses. Maintenant, si on mesure le million d'années, 1 million d'années en évolution de la vie, eh bien, il se passe très probablement, au niveau intellectuel, moins d'événements que pendant cette seconde objective. Eh bien, l'intelligence qui peut décomposer la seconde objective du premier instant du Big Bang, elle le fait par une série d'opérations intellectuelles qui sont mesurées par l'EVOM et qui peut donc comprendre véritablement cette seconde qui, en fait, ne dure qu'une seconde. Et il y aura, par rapport à une seconde d'évolution, disons, il y a à peu près 20 millions d'années, beaucoup moins à comprendre. Parce que une seconde, il y a 20 millions d'années, il se passe bien moins d'événements sur l'évolution de la vie que dans la seconde primordiale de l'univers. Intellectuellement, lorsque par exemple on regarde l'évolution des cétacés, qui se passe donc à l'ère quaternaire sur quelques dizaines de millions d'années, eh bien il pourra y avoir une série d'opérations intellectuelles qui regardent les changements successifs qui passent d'un animal terrestre à l'animal marin que l'on connaît actuellement. Eh bien cette série d'opérations intellectuelles sera moins nombreuse que les opérations intellectuelles qu'il faut pour comprendre la première seconde après le Big Bang. Voilà ce qui donne une idée de ce que c'est que cet EVOM, cette durée intellectuelle des opérations successives qui peuvent comprendre le monde. Alors je voudrais enfin, en philosophe, parler d'une dernière notion analogique du temps, qui pour le coup n'est plus découverte comme les deux précédentes en philosophie du vivant, mais qui est découverte cette fois en théologie naturelle. Ça veut dire dans cette partie de la philosophie qu'on appelle la sagesse, et qui fait que le philosophe, en regardant le monde, se demande « est-ce qu'il a été causé par une intelligence ?» Et le philosophe peut découvrir, effectivement, que ce monde est forcément causé par une intelligence. Lorsqu'on étudie l'origine de tout au niveau du Big Bang, on est obligé, disait Albert Einstein, de poser l'existence d'une intelligence qui a toujours été. Elle est. Elle n'apparaît pas, elle est. Elle est depuis toujours, elle est éternelle. Pour quelqu'un comme Albert Einstein, ce Dieu, ce créateur, n'est pas une personne au sens affectif du terme. C'est plutôt un ingénieur qui a posé le monde. C'est un Dieu à la mode de Spinoza, qui ne s'occupe pas des hommes, mais qui pense à la réalité des constantes mathématiques de la matière. Seulement, le philosophe, lorsqu'il découvre cet être qui forcément est éternel, mais qui est aussi intelligent, puisqu'il met de l'intelligence dans le monde, il peut se poser la question du temps par rapport à cet être premier. Eh bien, cet être premier, qui a toujours été, ne peut pas être dans une succession d'avant, de pendant et d'après, où il progresse, où il se découvre lui-même, où il prend des décisions puis change d'avis. Parce que l'éternité, ça n'a pas de commencement. Et donc si un être n'est pas parfaitement lui-même, tout entier, dès le départ, être acte pur, eh bien il meurt. Pourquoi ? Parce que le temps, il use les choses. Et les choses imparfaites ne peuvent pas être éternelles. Si bien que le philosophe est obligé de dire que l'être premier, il a un temps particulier qui est identique à son être même, qui est la pleine possession de son être en un instant qui est lui-même, et qu'on appelle l'éternité. Ce que l'éternité a comme analogie avec le temps physique, c'est qu'elle implique une forme de durée. Par contre, ce qu'on va nier dans l'éternité, c'est l'avant, le pendant et l'après. L'éternité, je dirais qu'elle contient la totalité des temps que j'ai définis avant, donc aussi bien le temps physique que la durée psychologique, que l'évôme, le temps spirituel. Et elle les contient sans cesse présents. Ça veut dire que Dieu ne peut pas découvrir quelque chose. Il ne peut pas découvrir que je suis en train de faire une vidéo de philosophie.
Dans son éternité, ça lui est présent de toute éternité. Ça n'est pas futur pour lui, il le voit dans son instant subsistant qui est son propre être. Alors on le voit, cette notion particulière qui s'appelle l'éternité, appliquée à Dieu, ne peut pas être confondue avec une autre notion qui est l'éternité participée que les théologiens, les croyants, définissent comme étant le destin de l'homme. Ça veut dire que Dieu, pour les théologies comme musulmanes, chrétiennes, juives, Dieu a prévu pour l'homme qu'il ne mourrait jamais. Donc qu'il aurait une vie sempiternelle, sans fin. Et qu'il verrait face à face, s'il s'est bien comporté, l'être même de Dieu, ce qu'on appelle la vision béatifique en théologie révélée. Eh bien, l'être humain n'est pas dans la même éternité que Dieu. Disons que sa vie, si ce que disent les religions révélées est vrai, est éternelle, mais qu'en fait, elle implique toujours une durée, une succession d'opérations. Et si Dieu rend ces êtres-là immortels, c'est parce que sa puissance en est capable, alors que ces êtres-là, en eux-mêmes, sont forcément limités et donc faits pour disparaître. Voilà, je n'insiste pas. Cette conclusion de théologie révélée, évidemment, ne fait pas partie de la philosophie, mais il est important tout de même, puisqu'il s'agit de leçons à l'école de saint Thomas d'Aquin, de voir que, pour saint Thomas d'Aquin, toutes ces notions lui permettaient de mieux comprendre ce qu'il cherchait à comprendre, à savoir le mystère de Dieu qui s'est fait homme à travers Jésus-Christ. Pour saint Thomas d'Aquin, eh bien, il montre que le Christ, qui est vrai homme et vrai Dieu, eh bien, il vit toutes les dimensions du temps telles que je viens de les définir, à savoir que son corps biologique, il est véritablement dans le temps physique mesurable en secondes, et il a vécu 33 ans sur Terre. Que sa psychologie, parce qu'il a une vraie psychologie, elle vit une durée, et que donc sur la croix, les choses lui ont paru extrêmement longues, comme c'est le cas pour toute personne qui est dans cet état, dans cette position. Que son intelligence pouvait penser à des choses successivement. Je parle de son intelligence humaine, parce que le Christ est véritablement homme, y compris dans son intelligence humaine. Tandis que son intelligence divine, puisqu'il est le Dieu fait homme pour saint Thomas d'Aquin, elle reste dans l'éternité, elle ne change pas. Et que le Verbe éternel n'est pas réellement changé par le fait qu'il s'incarne, mais c'est son humanité qui est changée pour devenir, je dirais, une partie de l'être de la personne qui s'appelle le Dieu fait homme. On voit que pour comprendre des choses comme cela, il fallait que saint Thomas d'Aquin véritablement développe une philosophie du temps extrêmement précise, et c'est ce qu'il fit en commentant les livres d'Aristote de la physique. On peut dire que si saint Thomas d'Aquin connaissait les découvertes actuelles sur le temps, et en particulier les découvertes sur la relativité du temps, évidemment, il s'en servirait, il regarderait ça par rapport en particulier à son regard sur la vie éternelle, ce qu'on appelle l'eschatologie, donc la vie qui est promise à l'homme dans l'autre monde. Et saint Thomas d'Aquin aurait montré que toutes les notions que l'on vient de découvrir du temps, eh bien, elles resteront éternellement présentes. L'homme aura toujours quelque chose à voir avec le temps au sens physique du terme, puisque la résurrection de la chair lui rend un corps véritablement physique, évidemment transfiguré. Ça veut dire avec des propriétés qui le rendent immortel. Que sa psychologie sera présente, donc les sensations, le fait de voir, d'entendre, ce qui veut dire que la psychologie, elle est dans une durée intérieure, comme maintenant. L'intelligence, évidemment, est là, c'est ce qui fait le cœur de l'homme. Et puis l'homme a la vision béatifique, en tout cas pour ceux qui sont au paradis, ce qui implique évidemment une participation avec l'être même de Dieu qui est équivalent à son éternité. Donc tout cela, évidemment, servait à saint Thomas d'Aquin pour mieux comprendre l'éternité et pour montrer qu'on ne peut pas réduire l'éternité de l'homme à la simple vision béatifique qui lui fait participer à l'éternité de Dieu, qu'il y a aussi les autres dimensions du temps qui restent valables et présentes.